Mais à quelques occasions, Louis XIII va décider de les utiliser sur le champ de bataille, et c'est le cas au moment du combat du pas de Suse, qui a lieu en amont de la ville de Suse, en plein milieu des Alpes. Alors je passe sur le détail, vous remarquez que je n'ai pas parlé du siège de La Rochelle. Alexandre Dumas met les mousquetaires en avant au siège de La Rochelle. En réalité, ils sont peu présents. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne sont que 100 mousquetaires. Le roi s'ennuie à La Rochelle, il s'en va, il part avec les mousquetaires. Et ils ne sont présents que quand il revient. Et là, on projette de les utiliser au débarquement de l'île de Ré, mais en fait, à cause du mauvais temps, on change de projet, ils changent d'endroit pour embarquer, et puis au moment où ils arrivent, on a changé de nouveau les projets, ils arrivent en retard, ils arrivent après la bataille, et ils ne servent plus après par la suite. Donc, combat du pas de Suse, je passe, c'est un conflit périphérique de la guerre de 30 ans entre la France et l'Espagne, un conflit non ouvert, la France n'a pas déclaré une guerre ouverte face à l'Espagne, c'est au cours de la guerre de succession du duché de Mantoue. Bref, la Savoie est alliée à l'Espagne, les Français veulent gêner les Espagnols, c'est le fameux chemin espagnol, l'Espagne, n'oubliez pas que les Espagnols ont l'Espagne, une partie du nord de l'Italie, le duché de Bourgogne, et le duché de Bourgogne comprend, enfin les terres, les États bourguignons comprennent à ce moment-là la Franche-Comté, y compris les Pays-Bas qui vont devenir espagnols par la suite, enfin non, les Pays-Bas déjà espagnols d'ailleurs, et ils encerclent ainsi la France, et pour ravitailler toutes ces terres, eh bien, on emmène les troupes du nord de l'Italie jusque dans la Belgique actuelle, puisque les Pays-Bas espagnols c'est la Belgique actuelle. Et ils passent à travers les Alpes, la Valteline, d'autres vallées, et l'idée de Richelieu et de Louis XIII, là, c'est d'ennuyer les Espagnols dans ce chemin. Deux politiques, une double politique pour Richelieu et Louis XIII, c'est d'affirmer le pouvoir royal à l'intérieur du royaume et d'affirmer la puissance de la France à l'extérieur parmi les voisins européens, surtout après les guerres de religion. Donc, dans ce conflit, le duc de Nevers, qui est prétendant au duché de Mantoue, soutenu par la France, est enfermé à Casale, encerclé par les Savoyards, alliés des Espagnols, et la France Louis XIII va profiter de cette armée du siège de La Rochelle pour se mettre en route vers Casale, et il va se heurter dans ce défilé, c'est vraiment un petit chemin, un petit défilé à travers les Alpes, il va se heurter aux Savoyards, et une bataille, un combat va s'engager. Louis XIII est présent, avec Richelieu en armure, bien sûr. N'oublions pas la carrière militaire de Richelieu avant d'entrer dans les ordres. Et Louis XIII va imposer ses mousquetaires sur le champ de bataille. Il va dire au maréchal de Bassompierre, qui est chargé de commander le combat, de mettre les mousquetaires en avant parmi ce qu'on appelle les enfants perdus, c'est-à-dire les troupes qui sont devant, qui partent en avant pour entamer l'ennemi. Et ils sont commandés par un jeune officier des mousquetaires qui est entré quelque temps avant, protégé de Louis XIII. C'est ce fameux comte de Troisville, comprenez Tréville, puisque avec son accent béarnais à la cour, on comprenait Tréville. Alors pour l'anecdote, Buckingham, Richelieu l'écrivait Bouquincan, donc on francise absolument tout. Ne vous étonnez pas si vous croisez ce nom un jour au travers d'un livre. Donc, Tréville va charger avec les mousquetaires, on les voit sur ce tableau, un tableau de la galerie de bataille du château de Richelieu, aujourd'hui disparu, et on voit donc ces mousquetaires qui sont présentés là, avec leurs mousquets sur l'épaule, et qui sont au début de la mêlée. On les reconnaît très facilement avec leur casette bleue, j'y reviendrai après. C'est l'une des premières unités à avoir reçu un semblant d'uniforme. Et c'est pas vraiment un uniforme militaire à la base, c'est une livrée. Et je vais revenir sur ce point. Donc Tréville est entré aux mousquetaires en 1625, il devient lieutenant de la compagnie en 1629, et il va s'illustrer particulièrement parce que, étant parmi les premières troupes, il va remarquer le duc de Savoie sur le champ de bataille et il va le prendre en chasse. Le duc de Savoie va s'enfuir et c'est un officier espagnol qui va s'interposer, que Tréville va passer par le fil de l'épée, qui va permettre, donc l'officier espagnol va permettre au duc de Savoie de s'échapper. Mais le fait d'armes est assez marquant et Louis XIII va féliciter bien sûr Tréville pour cet exploit. Quelques années après, apparaît aux mousquetaires un nom bien connu par la littérature, mais aussi par l'histoire, surtout bien avant, c'est D'Artagnan. Alors D'Artagnan, en 1633, il est recensé dans la compagnie des mousquetaires. Vous avez ici un rôle, donc une liste des mousquetaires. On
dresser ce genre de document à chaque mois. Hein. L'idée, c'est de voir qui est présent pour savoir qui a droit à sa paye. Et on voit donc préciser Charles D'Artagnan, je vous ai agrandi la mention, c'est la première trace archivistique de D'Artagnan. On sait qu'il est né vers 1610-1615 à Lupiac, en Gascogne, et encore on n'est même pas totalement sûr que ce soit Lupiac, mais en tout cas sur les terres de son père Batz-Castelmort, et il s'appelle Charles de Batz-Castelmort. Quand il va arriver à Paris, son nom n'est pas connu, il va prendre celui de sa mère, Françoise D'Artagnan, qui elle est issue de la famille des Montesquieu d'Artagnan, très connue à la cour, puisqu'il y a énormément de Montesquieu d'Artagnan, j'en parlerai juste après, dans les armées du roi, comme fidèles serviteurs, etc. Et donc Charles va prendre le nom de sa mère, parce que c'est quand même bien plus commode pour se faire connaître et entrer dans tel ou tel corps, et notamment aux mousquetaires. On ne sait pas depuis quand il y est, on ne sait pas jusqu'à quand, mais en tout cas il y est en 1633, probablement, je vous ai dit 1610-1615, probablement après un petit passage parmi les gardes françaises, comme dans le roman. C'est le circuit habituel. Dumas, je vous ai dit, écrin historique fidèle. On entre aux gardes françaises comme cadet, et puis on se fait remarquer, et on obtient une place dans une autre unité prestigieuse. Ou pas d'ailleurs, pas nécessairement prestigieuse. Donc, le D'Artagnan de fiction, en réalité, il y a plusieurs personnages réels derrière ce D'Artagnan. Le premier, c'est Jean de Montesquieu d'Artagnan. Jean de Montesquieu d'Artagnan, c'est l'oncle maternel de Charles D'Artagnan, de notre D'Artagnan, fameux breteur, hein, donc qui se battait souvent en duel. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu cette réputation de duelliste au D'Artagnan de fiction, parce qu'on n'a pas recensé de duel pour le vrai D'Artagnan. Et il servait, donc ce Jean de Montesquieu d'Artagnan, il servait comme officier aux gardes françaises, et il était assez proche de Louis XIII, en tout cas Louis XIII l'appréciait particulièrement, et il trouva la mort, cet officier, au cours du siège de La Rochelle, où il a combattu. Le vrai D'Artagnan, lui, n'a pas combattu à La Rochelle, il n'était pas encore arrivé à Paris, il était trop jeune pour ça, puisqu'il avait même pas une quinzaine d'années. Il était toujours en Gascogne à ce moment-là. Sa proximité avec le roi, ses faits d'armes, sa réputation de breteur, donc, ont forgé cet aspect, cette facette du D'Artagnan de fiction. Deuxième personnage derrière le D'Artagnan de fiction, c'est un presque homonyme, hein, d'ailleurs que beaucoup d'archivistes du XVIIIe siècle ont confondu, c'est Isaac de Batz, B-2-A-S. Et là, vous voyez Batz, B-A-T-Z, Charles de Batz-Castelmort, eh bien, il y a un peu une confusion entre les deux personnages. C'est presque un homonyme. Et cet Isaac de Batz, c'était un fidèle, un homme de confiance du cardinal Mazarin, et qui a réalisé plusieurs missions secrètes en Angleterre. Parce que le vrai D'Artagnan n'a jamais mis les pieds en Angleterre. Encore le roman, mais par contre Isaac de Batz, oui. Et cet Isaac de Batz, il a été officier aussi des mousquetaires. Il a été sous-lieutenant des mousquetaires, j'y reviendrai juste après, en 1657. Homme de confiance de Mazarin, là on est plutôt dans 20 ans après, vous voyez qu'on a aussi des choses là-dessus. Et le troisième, il y en aurait peut-être d'autres, mais il faudrait continuer les prospections. Le troisième, c'est Charles de Batz-Castelmort d'Artagnan, que j'évoquais juste avant, qui lui est évidemment le personnage central, mais comme je vous le disais, il est 10 ans, le vrai D'Artagnan est 10 ans plus jeune que celui de fiction, puisque celui de fiction, il monte à Paris en 1625, hein, selon Alexandre Dumas, alors que le nôtre, il est 5 à 10 ans, en tout cas plus jeune, hein, le nôtre, il monte à Paris au début des années 1630. Mais les aventures et la vie de ces trois personnages historiques furent cristallisés autour d'un seul et même personnage, de la même manière que Dumas fait souvent ça, avec ses héros d'ailleurs. 1634, juste après, l'année suivante, Louis XIII est tellement content de ses mousquetaires, hein, et c'est peu de le dire, il a tellement confiance en eux et en leur capitaine qu'il va se faire symboliquement capitaine des mousquetaires. Jusque-là, ils avaient un capitaine, ils étaient toujours attachés aux chevaux légers. Le 3 octobre 1634, le roi va se faire capitaine par un geste hautement symbolique. Ça ne veut pas dire qu'il va se mêler de la compagnie, encore que Louis XIII et Louis XIV vont souvent se mêler de l'histoire, des affaires des mousquetaires. Ils veulent être informés de chaque candidat, ils veulent savoir qui va entrer dans la compagnie, et ils vont considérablement se mêler de ces affaires, à tel point que, en 1661, quand Louis XIV ordonne l'arrestation de Fouquet et qu'il veut en informer D'Artagnan, il prend comme prétexte de convoquer D'Artagnan aux yeux de la cour, hein, pour traiter les affaires de la compagnie. En d'autres termes, ce prétexte démontre une chose, c'était courant. Le roi faisait ça régulièrement.
Il ne faut pas éveiller les soupçons, donc on choisit ce prétexte. De la même manière qu'il dit je vais aller à la chasse uniquement avec les mousquetaires. Eh bien c'est cohérent. Pourtant les mousquetaires sont là pour être fouqués. Donc une proximité très forte, et on a donc ce fameux Tréville qui est lieutenant, qui va rester lieutenant, le roi en est le capitaine, et il va prendre alors à ce moment-là le grade de capitaine-lieutenant, et à partir de 1634 jusqu'au licenciement du corps, le commandant effectif est un capitaine-lieutenant. J'essaie d'avancer, parce que si on me laisse parler, je vais vous tenir toute la soirée. Un mot sur les gardes de Richelieu, puisque le roman les met grandement en avant, sans réellement apprécier le cardinal. Louis XIII a vraiment conscience de l'importance d'avoir un tel conseiller politique à sa suite. Je vous ai dit, ils ont tous les deux une conception de l'État très importante. Chacun a besoin de l'autre, mais ils se détestent cordialement. Mais Louis XIII ne peut pas supporter qu'on porte atteinte à la vie de son Premier ministre. Donc, il va lui permettre, fait exceptionnel, de se doter d'une garde rapprochée. Normalement, seul le roi et les membres de la famille royale ont le droit d'avoir une garde rapprochée. Là, c'est une exception qui est faite pour Richelieu, à l'issue d'un complot, la conspiration de Chalais en 1626, qui visait à faire assassiner, bien sûr, Richelieu, dans laquelle Gaston d'Orléans a bien sûr trempé le frère du roi, puisque le frère du roi a été un peu frustré de ne pas être lui-même devenu roi, donc il a comploté toute sa vie contre son frère. Et donc il y a un complot qui échoue bien sûr, et à l'issue de ce complot, Louis XIII va permettre à Richelieu de prendre 12 gardes de Marie de Médicis, donc de la reine-mère, pour accompagner Richelieu. Premier cercle qui va être complété à la même année de 1626 de 50 cavaliers surnommés mousquetons, et puis par la suite sa garde va grossir. En 1631, une autre compagnie de 120 chevaux légers surnommée garde à cheval de son éminence vient compléter l'unité. Puis en 1631, toujours une autre compagnie de 100 hommes à pied. 1634, un nouvel échec d'une tentative d'assassinat, et une nouvelle compagnie donc de 100 mousquetaires à pied issus des gardes françaises va escorter Richelieu. Alors, beaucoup de soldats pour Richelieu. En réalité, il apprécie peu d'être continuellement entouré de soldats. Richelieu le confie dans ses mémoires, il n'aime pas du tout ça. Ces gardes sont revêtus de la fameuse casaque rouge qui faisait écho à la livrée du cardinal, avec une croix latine blanche que vous voyez sur ces tableaux, autres tableaux de la galerie de bataille de Richelieu. Ça me permet d'évoquer un point: casaque rouge des mousquetaires, des soldats, des gardes de Richelieu, casaque bleue des mousquetaires du roi, la casaque courte d'abord, à l'origine, que vous voyez sur la gravure donc là-bas, en noir et blanc. Cette casaque courte, en fait, c'est simplement un manteau, c'est un manteau à 4 pans qu'on portait par-dessus ses vêtements civils. Bleu, elle est à la livrée du roi, donc bleu, c'est pour faisant allusion au roi. Une croix blanche, qui n'a rien à voir avec la religion, c'est simplement l'ancien signe de ralliement des troupes royales. On peignait, c'est la croix des Armagnacs, on peignait une croix blanche où on avait un brassard blanc à tout le moins au bras, puisqu'il n'y avait pas d'uniforme. Donc sur le champ de bataille, il fallait éviter de s'entretuer entre alliés, on va dire. Donc les troupes royales avaient une croix blanche, de la même manière que les Anglais avaient une croix rouge, la croix de Saint-André, ce qui est toujours le drapeau d'Angleterre d'ailleurs. Et donc cette croix blanche, surmontée de fleurs de lys, autre symbole du roi, a montré l'appartenance au roi. Alors c'est l'un des premiers uniformes de l'armée française, cette casaque des mousquetaires, aussi casaque des gardes du corps, du roi, etc. Mais c'est apparenté à la livrée de domestiques, aux couleurs et aux chiffres du roi. Et d'ailleurs, cette connotation de domestique attachée à cet uniforme bleu va engendrer une réaction de la part des officiers de l'armée royale tout au long du XVIIe siècle. Quand le roi et Louvois vont essayer, donc son ministre de la guerre, vont essayer d'imposer un uniforme dans les troupes, eh bien les colonels vont dire « Oh là là, mais nous on ne veut pas être marqués comme domestiques du roi, on n'est pas ça du tout ». Donc il va y avoir un mouvement de résistance et qui va s'estomper au début du XVIIIe siècle. À partir de là, toutes les troupes auront un uniforme. Mais dans le cas présent, pour les mousquetaires, on a cette première trace d'uniforme de l'armée française, cette casaque bleu turquin, pas bleu ciel, comme on le voit dans certains films, doublée de rouge. Cette casaque courte, elle va évoluer au milieu des années 1660, elle va devenir longue, c'est ce que vous voyez sur le détail d'un tableau que j'ai mis juste au-dessus. En fait, sous Louis XIII, on avait des bottes hautes,
Une casaque courte, pas de problème, quand il pleuvait, les bottes montaient jusqu'aux cuisses, il n'y avait pas de problème. Sauf que sous Louis XIV, au début du règne, on va adopter la mode de bottes plus courtes qui tombent sous les genoux, avec une casaque courte quand il pleut, eh bien, l'eau ruisselle dans les bottes, c'était extrêmement gênant pour les cavaliers, donc on adopte une casaque longue, beaucoup plus longue, aussi beaucoup plus encombrante, ce qui fait que quand ils partent à la guerre, imaginez un grand manteau qui pend jusqu'aux genoux, eh bien les mousquetaires soit l'enlevaient, soit la mettaient sur l'épaule. Et les observateurs du temps ont remarqué qu'ils n'étaient, je cite, plus reconnus pour ce qu'ils étaient, parce que leur réputation militaire était déjà grande. Quand les ennemis voyaient en général arriver ces troupes vêtues de bleu avec la croix fleur-de-lysée, savaient très bien comment ça allait se finir, généralement assez mal pour eux, donc ils s'enfuyaient. Mais s'ils ne les reconnaissaient pas, eh bien l'effet psychologique n'était plus là. Donc Louis XIV va imposer à la fin des années 1680 d'adapter cet uniforme et on va créer la soubreveste. Ce sont les deux illustrations que vous avez dans le fond. C'est une espèce une sorte de chasuble sans manches qui s'attache, plus saillante, qui s'attache avec des agrafes à la taille et qui permet de combattre à pied, de charger à cheval et qui est beaucoup plus pratique au combat. Et ils vont garder cette soubreveste jusqu'à leur licenciement. Je ferme la parenthèse sur l'uniforme. Je sais que c'est toujours quelque chose qui a un peu des questions qui sont attendues. Je passe sur l'évolution. Donc 1634, le roi en est commandant, capitaine. En 1646, l'unité va être sacrifiée pour son capitaine-lieutenant. Vous allez voir pourquoi. En fait, en 1642, Richelieu meurt, il est remplacé immédiatement comme principal ministre par le cardinal Mazarin. Quelques mois après, c'est Louis XIII qui succombe. Tréville était très proche de Louis XIII, c'est un de ses hommes de confiance. Le problème, c'est que cette relation personnelle, d'amitié, elle n'est pas transposable sur le jeune roi de 5 ans. En plus, Mazarin n'a aucune confiance en Tréville. Parce que Tréville, il a trempé dans la conjuration de 5 mars en 1642. Conjuration qui visait à éliminer Richelieu. Donc comment est-ce qu'on peut faire confiance en un homme qui avait déjà menacé la vie de son prédécesseur? Parce que le projet de Richelieu et de Louis XIII, c'est d'abaisser la puissance des nobles. Tréville, il est contre ce projet, comme la plupart des grands princes du royaume. Donc, on s'oppose au principal ministre, Mazarin n'a pas confiance, et puis, accessoirement, Mazarin, il a envie de placer ses hommes dans l'entourage du roi. Donc, en 1645, Mazarin va élaborer le projet d'écarter Tréville et de le remplacer par un de ses neveux à la tête des mousquetaires. On propose à Tréville le gouvernement du Pays de Foix, qui est quand même pas mal, mais vous voyez où c'est le Pays de Foix, au fin fond du sud-ouest. C'est une bonne manière d'écarter ce gênant. Je passe sur le caractère épouvantable du comte de Tréville. Il y aurait beaucoup de choses à dire également. Tréville refuse ce projet. Il ne veut pas se démettre de sa charge, et pour cause, c'est quand même une charge prestigieuse. Mazarin a alors une idée. On licencie les mousquetaires, et on rétablit la compagnie 1 ou 2 ans après, cette fois en y plaçant ses hommes. Comme ça, ni vu ni connu, tout se passe bien. Sauf qu'il va se passer quelque chose. En 1648, c'est le début de la Fronde. Les tensions politiques sont exacerbées à ce moment-là, et dans les archives, d'année en année, on voit la compagnie des mousquetaires sera rétablie incessamment, incessamment sous peu. Et 1648, 49, 50, dans tous les États de la France, on a ces mentions qui reviennent. Et ce n'est finalement qu'en 1657, après la Fronde, après le sacre de Louis XIV, après la reprise de la guerre avec l'Espagne, après la reprise de cette guerre, que Louis XIV, qui alors s'intéresse de plus en plus à la chose militaire, va décider, sur les conseils de Mazarin bien sûr, de rétablir la compagnie des mousquetaires. Donc en 1657, Louis XIV et Mazarin rétablissent cette compagnie de mousquetaires. Tréville est écarté définitivement au profit du deuxième neveu de Mazarin, Philippe Julien Mancini. Alors c'est le deuxième neveu, l'idée pour Mazarin c'était de confier les mousquetaires à l'aîné Paul Mancini, mais malheureusement il était mort au cours de la bataille du Faubourg Saint-Antoine pendant la Fronde, et c'est au jeune homme Philippe Julien de 16 ans, âgé de 16 ans, que va échoir la charge de capitaine-lieutenant. Il ne connaît rien à faire à la chose militaire, il n'a que faire de la chose militaire, et le commandement effectif, il rêve que d'une chose, Philippe Julien, on le retrouve, c'est de retourner en Italie. Il va aller à Rome, il veut retourner vivre à Rome, mais Mazarin ne lui dit pas question, il faut rester là. Après, est-ce qu'on peut vraiment l'en blâmer
Et donc le commandement effectif de l'unité ne va pas échoir à Philippe Julien, trop jeune pour gérer, mais va échoir au sous-lieutenant de la compagnie, qui est une créature de Mazarin. Entendez bien que créature n'est pas du tout péjoratif, c'est un terme qu'on emploie à l'époque pour désigner un homme issu de la confiance de Mazarin, et c'est ce fameux Isaac de Baz dont je vous parlais tout à l'heure. En 1657, donc, cet Isaac de Baz a pour mission de gérer les mousquetaires et de former militairement Philippe Julien Mancini, avec beaucoup de mal. Cette année-là, les mousquetaires vont prendre part au fameux siège de Montmédy et ils vont être envoyés juste après à Mardic. Mardic, c'est à côté de Dunkerque, parce que après Montmédy, le roi a pour ambition de faire le siège de Dunkerque occupé par les Espagnols pour ensuite rendre la ville aux Anglais, et puis on rachètera accessoirement la ville aux Anglais en 1662.